tous. Aujourd'hui, on fait le troisième bonus du reportage ADN. Donc, je vais répondre à des questions qui ont été posées dans les commentaires régulièrement. Donc, je vais sélectionner quelques-unes. On va aborder la question à servir. On abordera également la notion de grille pour l'implantation, puisque j'ai posté un petit post sur Facebook qui a fait beaucoup de bruit à cette question-là. On abordera la géobiologie, évidemment, puisque cette question revient souvent. C'est une remarque qui revient souvent. Donc, je vais en parler. On abordera un petit peu quelques notions de statistiques, puisqu'il y a quelques personnes qui font des remarques sur les statistiques, comme par exemple quand ils jouent au YAM, ils arrivent à parfois avoir 5 dés identiques. Donc on va en parler. Et puis voilà, peut-être d'autres questions qui viennent, qui sont liées par exemple aux fonctions des dolmens, des questions qui sont revenues régulièrement dans les commentaires. Et donc on va parler de tout ça. Allez, on est parti. Premier point qu'on va aborder, les points hauts. Alors une question, une objection qui a été faite parfois, c'est de dire: «Oui, mais si, les dolmens sont sur des points hauts, du coup, ils n'ont pas été placés là par, déterminés par de la géométrie et des distances». C'est une remarque qui a été faite par des gens, en fait, qui ont un peu de mal à admettre, en fait, les faits qu'on a démontrés et du coup, ils cherchent une façon pour, dire: «Mais non, c'est pas possible, c'est uniquement parce que c'est des points hauts». Et en fait, non, il faut savoir que les points hauts, c'est pas des sommets de montagne, qui font, 10 m². Tous ces points hauts, ils font 1 ou 2 hectares minimum comme surface et sur la ligne de l'alignement, il y a plein de petits points hauts qui permettraient de réaliser un très grand nombre de combinaisons possibles. Hein, si vous regardez la ligne qu'on voit sur le profil du reportage, en fait, on aurait pu faire plein de combinaisons possibles pour aligner les 4 points et donc les points hauts ne sont pas un critère qui détermine la position géométrique. Le point haut est un moyen d'accéder à un point de vue plus facile pour viser et trianguler. C'est à ça que ça peut servir. Donc le point haut n'est pas du tout quelque chose qui a déterminé la position des monuments et qui permet de dire que la géométrie n'y est pour rien, hein. C'est très, très clairement juste un accessoire qui permet de simplifier la procédure d'arpentage. Voilà, donc ça, c'était un premier point qui est important. Il y a une autre notion aussi que j'ai, évoquée dans un post et qui est abordée d'ailleurs en début du film, c'est qu'au départ, j'avais cherché à voir si les dolmens pouvaient être positionnés sur une grille avec des axes nord, sud, est, ouest. C'était ça l'idée de départ, tout simplement, faire un test simple et évidemment, j'avais très vite trouvé qu'il y avait des monuments qui étaient sur les mêmes méridiens et mêmes parallèles et alors, il y a eu 2 types de réactions quand j'ai publié ce post-là, pour revenir un peu sur le film. Il y a des gens, qui ont dit: «Mais c'est normal, c'est lié à la géobiologie, c'est parce qu'il y a le réseau Hartmann et cetera». D'autres qui ont dit: «Mais c'est n'importe quoi, c'est une sorte de grille, c'est pas prouvé statistique, il faut faire une étude statistique et compagnie». Chose qui a déjà été faite, mais ils sont pas allés vérifier, en fait. Ils sont pas allés chercher. Alors du coup, j'ai quelquefois mis les liens et ben voilà, hein, c'est déjà fait tout ça, on n'a pas besoin de marquer à chaque fois qu'on fait un post, toutes les choses, elles sont toutes sur le site, quoi. Et donc, il y avait un commentateur qui s'appelait Gilles prof de maths, qui a fini par disparaître, des commentaires parce qu'en fait, au bout d'un moment, il était totalement à court d'arguments et qui lui trouvait qu'il y avait, que c'était pas possible que ce soit aligné, que c'était que de la chance. Et en fait, il a pas fait des gros efforts et en fait, je vais vous montrer comment est-ce que, par exemple, on peut vérifier simplement que dans la zone qu'on a étudiée, les monuments, il y a bien une implantation qui intègre la notion de méridien et de parallèle. Donc je vais vous montrer ça. On va ouvrir une petite application qui permet de simuler, par exemple 10 000 situations aléatoires dans les mêmes zones, où on crée le même nombre de domaines qu'on pose au pif et on compare combien de fois nous avons 2 points alignés est-ouest et nord-sud par rapport à la réalité. Et donc comme on fait 10 000 simulations aléatoires, on a donc une moyenne à chaque fois, du nombre de fois où on a 2 points alignés, avec un écart type et on peut calculer ce qu'on appelle en statistique et en sciences, la notion de probabilité critique, souvent appelée p-value. Et dans les revues scientifiques, quand vous lisez des publications, quand vous voyez quand il est écrit p-value, inférieur à 0,05, donc significatif. Donc ça, c'est un curseur pour dire, voilà, est-ce que c'est pertinent ou pas? Et donc je vous montre ça tout de suite, on va aller regarder ça. Alors nous voici devant notre, outil qu'on a développé.
Donc c'est assez simple, en fait, nous allons, importer un fichier KMZ. Donc c KMZ, ça veut dire c'est les dolmens de la zone. Donc on les importe, voilà, c'est fait, ils apparaissent sur la carte et ensuite on va rentrer les angles qu'on recherche, donc c'est des angles nord, sud, est, ouest, donc ça veut dire 0°. Ça veut dire qu'on va également avoir 90°, on va également avoir 180, 270 et 360°. Et on va mettre une précision d'angle, d'azimut. Ce qu'on va chercher, c'est l'azimut, autrement dit, de ce point-là. Quand je regarde là-bas, quel est l'azimut par rapport au nord? Et donc, on va mettre une précision au dixième de degré près, c'est-à-dire un dixième de degré. Alors, on peut pas mettre moins parce que, compte tenu de la taille des monuments et de leur proximité, bah, selon l'endroit où le point a été calculé sur le dolmen, c'est-à-dire généralement c'est dans la chambre centrale, enfin la chambre, en tout cas la grande chambre du dolmen, et ben, on peut pas mettre moins parce que c'est pas pertinent. Mais on va mettre un dixième de degré, par exemple, et ensuite on va comparer avec, là on a 1000, on va mettre 10 000 simulations aléatoires, et on va lancer l'analyse pour comparer la réalité avec le hasard. Donc il calcule, ça y est, il a donc trouvé 5 lignes, 5 lignes, donc ça veut dire qu'on a 10 points qui sont impliqués, et donc en moyenne, les simulations aléatoires ont donné 1,63 dolmens, enfin alignement, contre 5 avec la réalité. Compte tenu de l'écart type, ça nous fait une valeur de p-value qui est de 0,02, donc qui est donc largement significative. Mais on peut élargir un tout petit peu la fourchette d'erreur parce que, compte tenu de la taille des monuments, il se peut qu'on rate quelque chose. Donc on va mettre 0,15°, on lance l'analyse. Là, cette fois-ci, j'ai donc détecté 8 alignements et le hasard en a détecté seulement 2,5. La valeur de p-value est encore plus basse puisqu'on est à 0,05. Donc là, on est 10 fois inférieur aux valeurs de probabilité critique. Donc très clairement, quand on fait ce genre de test, on montre que les dolmens de la région, de ce secteur-là, il y a un facteur qui a servi à déterminer leur position, qui est qu'on les a mis sur des axes nord, sud, est, ouest, c'est-à-dire sur des méridiens et des parallèles. Ça, c'est une preuve factuelle. Voilà, c'était ça le départ de ma recherche. Je n'ai pas présenté ça dans le film, mais c'était le début de la recherche. Parce que, par la suite, l'alignement des quatre domaines m'a paru tellement plus pertinent et étonnant à présenter que c'est là-dessus qu'il fallait se focaliser. Voilà, ça, c'était l'introduction dont on a parlé dans le film. Et donc, je reviens dessus. Évidemment que quand j'ai mis le post, je savais très bien ce que je disais et que les statistiques avaient déjà été faites. Ok. Donc, je sais pas où sont les fameux J profs de maths qui pensent que c'était du bidon, mais en tout cas, il a disparu des commentaires subitement. Voilà, on va revenir à la suite de notre petite présentation. Et donc, à l'issue de, de ce post que j'ai mis donc sur la notion de dolmen disposée sur une grille, il y a eu pas mal de gens qui ont mis des commentaires en disant: «Bah oui, c'est normal, c'est parce que effectivement, compte tenu de la géobiologie, on positionne toujours les monuments comme ça, à cause du réseau Hartmann et cetera». Donc c'est une remarque qui revient souvent et on me pose parfois la question, pourquoi je parle jamais de la géobiologie dans mon travail? Alors je vais prendre le temps d'en parler un petit peu parce que c'est une question qui vient souvent et qui est intéressante. Alors pourquoi est-ce que j'en parle très peu? La raison est simple, je n'ai pas le moyen de vous démontrer, tout ce qui est expliqué à propos de la géobiologie. J'ai pas le moyen de le faire. Vous avez peut-être remarqué, mais l'essentiel de mon travail, ce que je fais, je présente des choses qui sont systématiquement vérifiables par tout le monde. On peut tous le vérifier si on le souhaite. Et ça, c'est très important parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où globalement, de nombreuses allégations scientifiques sont avancées sans que vous puissiez les vérifier. Quand vous lisez une étude sur le génome, par exemple, de n'importe quel virus ou ce que vous voulez, vous n'avez aucun moyen d'aller vérifier que ce qui est dit est vrai. Parfois, on peut détecter qu'il y a des biais statistiques dans les études, c'est fréquent, mais concrètement, c'est très compliqué d'aller vérifier certaines choses parce que nous n'avons pas les outils sous la main. Et moi, ce que j'essaie de faire, c'est systématiquement des choses qui vont être vérifiables par tout le monde. Ce qui n'est pas le cas de la géobiologie, puisque il y a très peu de gens qui font de la géobiologie.
qui sont capables de dire, ben voilà, moi je sens qu'il y a une direction, je sais pas, d'une sorte de ligne, hem, d'un champ magnétique est-ouest ou nord-sud à cet endroit-là. Très peu de gens sont capables de le faire. Et donc si je vous présentais des choses comme ça, et ben, ça ne s'adresserait qu'à ceux qui peuvent le vérifier sur le terrain. Et donc c'est pas du tout mon, créneau, parce que mon objectif n'est pas ça. Mon objectif est clairement d'avoir une démarche qui est la plus universelle possible. Donc c'est pour ça que je rentre pas dans la géobiologie, parce que je ne peux pas le démontrer. Je dis pas que ça n'existe pas, je dis: «Je ne peux pas le démontrer», c'est différent. Il y a des gens qui, eux, sont, certains de pouvoir en faire, de maîtriser ça. J'en ai rencontré régulièrement. Il y a très souvent des gens qui font de la géobiologie, qui viennent sur des conférences, que j'ai rencontrés à droite à gauche. Mais, voilà, c'est très peu de gens, en fait, savent faire ça et savent dire: «Bah, voilà, moi je perçois avec mes baguettes qu'il y a quelque chose à cet endroit-là». Donc c'est quelque chose qui est très difficile à présenter. Une des raisons vraiment, c'est que on n'a pas d'outils, je dirais, universels, scientifiques, permettant de déceler, ces champs, qu'on appelle le réseau Hartmann, le réseau Curie, ne sont pas décelables par des outils, je dirais, calibrés, métrologiques, qui permettent de le faire, comme on fait avec un GPS centimétrique, par exemple. Mais comme on n'a pas ça, du coup, c'est compliqué de faire des démonstrations. En outre, ce qu'on peut dire également là-dessus, j'ai lu un petit peu quelques, articles sur le sujet. Alors, d'un point de vue purement scientifique, il n'y a pas eu, par exemple, de réussite de la part d'équipes scientifiques à démontrer, ce genre de choses. Alors, je vais prendre un exemple. Si on prend le cas des sourciers, par exemple, qui détectent de l'eau, il y a eu, dans les années, enfin, il y a une trentaine d'années en Allemagne, une grosse expérimentation scientifique où on a, recruté près de 500 sourciers. Parmi les 500, un certain nombre ont été sélectionnés pour des compétences qui ont été perçues à travers les des échanges qu'il y a eu. Et puis on a soumis cet échantillon de sourciers sélectionnés à des tests où ils devaient détecter de l'eau qui circulait dans des tuyaux dans un sous-sol d'un bâtiment qui était aménagé pour ça. Donc il y avait plein de tuyaux, on ouvrait des vannes à différents endroits et les sourciers devaient trouver l'eau. Et dans cette grande expérience, en fait, il s'est avéré que les sourciers ne trouvaient pas plus d'eau que le hasard. Alors du coup, bah, voilà, tout un tas de gens, se sont dit: «Bah, voilà, tout ça c'est des conneries, on détecte rien, la géobiologie, les sourciers, la radiesthésie, tout ça c'est du bidon». Alors, c'est vrai que sur l'étude, très clairement, je l'ai lu, les sourciers ont échoué. Par contre, quand même, je trouve que l'étude, ce qu'elle a démontré, c'est uniquement que les sourciers ne parviennent pas à trouver de l'eau qui coule dans des tuyaux de plastique ou des tuyaux de plomb ou de cuivre, ce que vous voulez. Alors que c'est pas du tout ça, en fait, le travail des sourciers, c'est de repérer de l'eau qui circule dans le sol, au contact de minéraux différents et c'est peut-être justement cette interaction entre les minéraux et l'eau qui génère ce champ électromagnétique, ce que vous voulez, que détectent des sourciers. Donc l'étude, elle montre juste que les sourciers, ils n'arrivent pas à trouver de l'eau qui coule dans un plastique. Voilà, OK? Donc ça, c'est je pense, c'est un point, critique de ces études que j'ai lues, qui sont, d'un point de vue méthodique, très bonnes, mais elles prouvent juste que les sourciers ne trouvent pas de l'eau qui coule dans un tuyau de plastique. OK? Voilà, il y a pas eu, d'expérience suffisamment poussée à mon sens pour vérifier tout ça et je pense qu'il faudrait le faire et je pense même que les géobiologues devraient le faire parce que les géobiologues souvent, heu parlent de leur ressenti, de ce qu'ils arrivent à faire, ils théorisent tout un tas de choses et c'est dommage qu'ils n'aient pas tenté de prouver de manière scientifique, tout ça et ça serait bien de le faire, je pense donc moi je lance un appel aux géobiologues, que ça serait bien de mettre en place des protocoles parce qu'il n'en existe pas à ce jour et tout ce que j'ai pu lire, qui a critiqué la géobiologie, les sourciers, globalement était quand même comportait pas mal de failles. Il y a une autre étude qui a été faite par Henri Brock, un physicien à Nice, qui a fait un bouquin et qui est quand même quelqu'un qui a énormément étudié tous les phénomènes paranormaux. Il a fait des expériences similaires et il avait demandé à un sourcier de trouver, un point d'eau et puis de lui indiquer 9 points où il y a pas d'eau et évidemment, ils ont creusé aux différents endroits, ils ont quand même trouvé de l'eau et moi, je trouve que c'est pas pertinent comme protocole non plus, ce qu'il a fait, Henri Brock, parce que dans la Terre, il y a systématiquement de l'eau
il aurait fallu quantifier qu'est-ce qu'on appelle trouver de l'eau. Est-ce que c'est trouver un tout petit filet d'eau ou est-ce que c'est trouver une quantité d'eau significative? À partir de quand on dit: «Le sourcier a trouvé plus d'eau qu'un point que j'aurais creusé au hasard». Vous voyez? Il y a tout un tas de protocoles à faire qui n'ont jamais été faits. Donc moi j'invite vraiment les spécialistes de ce genre de domaine à essayer de mettre en place des protocoles comme ça. Parce que honnêtement, les protocoles scientifiques visant à débunker ou analyser les compétences des sourciers, des géobiologues et radiesthésistes, les études scientifiques sont faillibles. Elles sont pas du tout, conduites avec des protocoles qui sont, parfaits. OK? Elles sont faillibles, très largement faillibles. Donc je pense qu'il y a des choses à faire et c'est pas mon domaine, mais si j'avais les moyens de le faire, oui, je le ferais. Si j'avais les moyens, le personnel pour le faire, ça m'amuserait assez de le faire. Mais voilà, c'est pas le domaine que je maîtrise le plus et auquel je m'attache le plus. Voilà, mais je sais que j'ai aussi lu une thèse qui a été faite dans le monde, vétérinaire, qui se trouve sur internet, que vous pouvez lire et c'est une personne qui a étudié l'influence, en fait, de tous ces paramètres de tous ces paramètres, le réseau Hartmann, le réseau Curie, le champ électromagnétique, tous ces phénomènes sur les animaux et donc c'est assez intéressant la thèse qu'elle a écrite, qui a été écrite par cette personne. C'est à lire donc voilà, il y a en fait très, très peu de recherches, je dirais académiques sur le sujet. Et j'ai pas non plus les compétences pour faire de la géobiologie, eh ben, j'en parle pas beaucoup et je pourrais pas vous le démontrer quoi que ce soit. C'est donc pour ça que c'est pas du tout un sujet que je mets en avant. Ce qui ne veut pas dire que je considère que ça n'a aucune valeur. C'est un sujet à explorer, à mon avis. Voilà. Hem, les autres, points que je voulais aborder, donc dans les questions-réponses, il y a quelque chose qui est revenu aussi comme question et comme remarque, ça a été, la question de la probabilité d'avoir un alignement de plusieurs dolmens. Donc dans le film, je dis: «Bah, voilà, cet alignement, avoir juste ces 4 points, compte tenu de la précision avec lesquelles ils sont alignés, ça revient à lancer vos 5 dés en même temps et de n'avoir que des 6. C'est environ une chance sur 8 000». Alors il y a des gens qui disent: «Ouais, moi j'ai déjà joué au YAM, c'est déjà arrivé de faire, 5 dés pareils et cetera». Oui, mais attention, 2 choses. Faire 5 dés pareils, c'est pas pareil que faire 5 fois 6. Parce que si je lance les dés et que j'ai, 5, fois 2, bah, c'est pas 5 fois 6 si vous voulez. OK? Ce que j'ai dit, c'est 5 fois 6. C'est pas avoir les 5 dés identiques. Donc 5 fois 6, ça introduit un paramètre, c'est 6 fois plus difficile d'avoir que des 6 que d'avoir 5 dés identiques, par exemple, déjà. Et deuxième chose, quand vous jouez au YAM, vous faites des centaines de lancers. Si vous jouez régulièrement, vous avez fait des milliers de lancers dans votre vie. Donc si vous avez fait des milliers de lancers et que vous avez une chance sur 8 000 d'avoir que des 6 d'un coup, bah, globalement, si vous avez fait 6 000 lancers dans votre vie, il y a une chance sur 8 pour que ça vous soit arrivé. OK? Donc forcément, ça finit par arriver. Là, pour le coup, avec les dolmens, bah, non, le truc, c'est qu'on a fait qu'un seul essai. OK? Et puis je vous parle pas du fait que les distances entre les monuments suivent un rythme précis et régulier. Ça voudrait dire qu'en plus de ça, il faudrait quand je lance mes dés, je n'ai que des 6 et que les 6 s'alignent. Se mettre une ligne de dés, quoi. Donc là, je peux vous dire qu'avant que vous arriviez à faire ça, bah, faut faire se lever de bonne heure, hein. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur cette question du lancer de dés. Je me doutais qu'il y aurait des gens qui feraient cette remarque et donc ça m'a fait sourire. L'autre remarque que j'ai vue un peu plus, scientifique, c'était, des gens qui disaient que, on peut pas théoriser sur la base d'un échantillon d'une trentaine de dolmens. Alors ça, j'ai trouvé ça complètement idiot. En gros, l'idée, c'est de dire qu'en statistique, quand on a que 30 dans l'échantillon, c'est pas significatif. En fait, c'est une question idiote. Ils ont pas tellement compris, le fond du sujet. Si par exemple, j'étudie, une tribu, locale, au fond de l'Amazonie et il y a 150 personnes dans cette tribu, je découvre qu'il y en a 30 qui ont les yeux bleus. Nom de Dieu. J'ai démontré que les yeux bleus existent. J'ai pas besoin d'aller étudier tous les habitants de la Terre pour démontrer que les yeux bleus existent. OK? C'est exactement la même chose ici. On a un échantillon local où il y a une concentration de dolmens, on a intégré tous les monuments existants et on a détecté qu'il y avait d'une part une disposition est-ouest, nord-sud prédominante et d'autre part, un alignement évident de 4 monuments en respectant des principes mathématiques. OK? On a démontré que ceci existait.
On n'a pas dit que c'était le cas dans tous les domaines du monde, même si ça l'est souvent. Honnêtement, j'ai plein d'autres exemples comme ça, mais ce sera l'objet d'autres reportages, d'autres sujets, parce qu'eux, ils sont pas tous identiques, mais des alignements de dolmens, il y en a d'autres, dans d'autres régions, il n'y a pas de doute là-dessus. Hein. Avec les mêmes protocoles de test, il y en a d'autres. OK? Donc l'argument de dire: «Ouais, un échantillon de 30, c'est pas significatif», c'est totalement hors de propos, en fait, hein. Ils ont pas compris, ce qu'on faisait. OK? On n'a pas besoin d'avoir plus, quoi. Rappelez-vous l'exemple des yeux bleus. Si je trouve 30 personnes qui ont les yeux bleus, c'est bon, j'ai démontré que les yeux bleus existent. OK? C'est ça qu'on a fait. Les autres remarques qu'il y a eu, il y a eu, quelques archéologues qui ont posté des commentaires. Alors ils ont été un petit peu, vexés que je dise en introduction que les dolmens n'étaient peut-être pas des tombeaux. Et donc ça les a un peu vexés et donc évidemment, je comprends tout à fait. Ils ont passé, pour certains, ils m'ont dit 40 ans de leur vie, à faire de l'archéologie, à fouiller des tumulus, tout ça et ben, vous avez un gars qui débarque, qui leur dit: «Beh, c'est peut-être pas les tombeaux vos trucs, il y a autre chose». Donc je comprends tout à fait que ceci soit un peu vexant, mais il n'empêche que je leur ai dit, les preuves que ce sont des tombeaux, je les ai cherchées, je ne les ai pas trouvées. Parce que, il y a aucune base de données qui fait l'inventaire de tous les dolmens inviolés, découverts depuis le début de l'archéologie scientifique, c'est-à-dire dans les années 1850, jusqu'à nos jours. Il n'y a pas d'inventaire de tous les dolmens inviolés avec ce qu'on a trouvé dedans. Parce que c'est ça qui m'intéresse. C'est pas de savoir si un dolmen qui a été utilisé pendant 2000 ans ou 3000 ans, on a retrouvé des ossements autour qui ont été soit sortis, mis à l'intérieur, qu'il y ait 30 individus à l'intérieur. On ne sait pas ce que c'était au départ. Ça, évidemment, il y a des tas de dolmens dans lesquels on a retrouvé des ossements d'humains, d'animaux, d'oiseaux, avec tout un tas d'objets divers et variés, et à toutes les époques. Hein. Même à l'ère médiévale, ça arrive qu'on ait employé des dolmens pour y mettre des morts. Ok. Mais ça ne veut pas dire que le dolmen, à l'origine, sa fonction a été celle-ci. Ça ne veut pas dire ça. Ok. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont ces dolmens inviolés, dont on sait qu'ils n'ont jamais été violés, qu'on les avait jamais trouvés. Qu'est-ce qu'on a trouvé dedans au démarrage? C'est ça qu'il nous faut. Et les preuves que les dolmens sont des tombeaux, à partir des dolmens inviolés, on les a pas. On sait qu'il y avait des ossements, des débris d'ossements humains, d'animaux, d'oiseaux, des objets d'entreposés, des haches polies, un mélange de terre, d'argile, ce genre de choses, des cendres, des braises, enfin des braises, plus des braises, du charbon de bois. Donc il y avait un mélange de quelque chose qui ne ressemble pas à une sépulture d'un roi. Ok. Et ça, c'est ce qu'on a trouvé dans les dolmens inviolés, les grands tumulus dolmens inviolés de Bretagne, du Morbihan. C'est ce qui a été trouvé à l'intérieur. Quand on a trouvé quelque chose, parce que pour certains, on n'a rien trouvé. Ok, c'est le cas du Mané Arouet, c'est le cas de Gavrinis, on n'a rien trouvé dedans. Donc voilà, donc c'est évidemment important de revenir aux bases, c'est-à-dire ces dolmens sont-ils vraiment des tombeaux? Et donc j'ai fait une petite vidéo là-dessus, je vous invite à voir. Hein, j'avais déjà étudié tous ces rapports de fouilles des dolmens inviolés du Morbihan. Et très clairement, on ne peut pas conclure que ces monuments, qui sont parmi les plus anciens de l'histoire de l'humanité, étaient au départ des tombeaux. Ok. La présence d'ossements ne prouve pas grand-chose. Surtout quand vous trouvez des oiseaux, que vous trouvez que des petits débris d'ossements humains, vous trouvez des ossements de mammifères. Je veux dire, les églises, vous avez des tombeaux à l'intérieur et autour, hein, avec les cimetières. Donc dans 3000 ans, quand on aura oublié ce que c'est qu'une église, par exemple, eh ben, les gens vont dire que c'était des tombeaux d'un ancien chef local. Donc non, je pense qu'on est bien plus face à des espaces sacrés. Et donc voilà, je vous invite à voir cette petite vidéo que j'ai fait sur les dolmens sont-ils des tombeaux? Parce qu'elle brosse un petit peu ces questions-là, d'où vient cette idée, etc. Et j'attends toujours qu'on me fournisse un inventaire des dolmens inviolés avec ce qu'il y avait dedans. Parce que quand on aura cette base, on pourra dire, ok, bon, bah, compte tenu du nombre de fois où on a retrouvé vraiment un corps, on peut dire que c'est peut-être des tombeaux. Mais ça, on l'a pas. En tout cas, ça n'existe pas à ma connaissance, et les archéologues en question n'ont pas voulu fournir ce type de document. Voilà, après on m'a demandé, pourquoi est-ce que je publiais pas dans une revue à comité de lecture? C'est une bonne question. Parfois je me pose la question,
Honnêtement, j'en ai pas besoin, hein, personnellement, moi j'ai pas besoin de ça pour, d'être, je dirais, convaincu de ce que j'avance. Et puis une question se pose: quelle revue à comité de lecture est compétente pour évaluer l'implantation des monuments les uns par rapport aux autres, la géométrie, la métrologie? Est-ce qu'il y en a une? Il n'y en a pas. Les revues, à comité de lecture, dans le domaine du mégalithisme vont étudier, la forme des pierres, les gravures sur les pierres, ce qu'on a trouvé dedans. Ils s'intéressent pas du tout à l'astronomie, quasiment pas, hein, c'est anecdotique, et encore moins à la disposition des monuments les uns par rapport aux autres. Ce n'est pas dans leur champ de compétences. Il n'y a pas de revue compétente dans ce domaine-là. OK? Il faut l'inventer, il faut en créer une à la limite, hein. Parce qu'en réalité, toutes les revues, de publication sur l'histoire, l'archéologie, la recherche, elles sont souvent spécifiques à un champ d'analyse. Elles sont pas larges, elles ont pas une vision, holistique complète, quoi. Donc il n'y en a pas. Donc il faudrait peut-être la créer. Et puis, en outre, c'est ce que je vous disais, quoi, une revue, c'est pas forcément le gage, d'une, grande fiabilité. Ça l'est un peu pour le monde moderne, les gens, il y en a qui ont besoin de croire en ça, mais je pense qu'il faut être très prudent avec ça. Ça peut être intéressant, peut-être que je le ferai, mais c'est pas du tout un objectif et je vais vous dire pourquoi ça peut être un vrai piège. Je lisais il y a pas très longtemps un commentaire de Jean-Marc Jancovici, donc qui parlait du réchauffement climatique, donc on va pas parler de ça tout de suite, c'est pas l'objet du débat, mais il faisait une remarque en disant qu'il invitait les gens à faire confiance à toutes les publications scientifiques qui disent qu'il y a réchauffement climatique. Et il avait un argument pour ça, c'était de dire: «Mais attendez, c'est pas vous qui avez fabriqué la voiture, vous savez pas comment elle est faite et pourtant vous montez dedans. Donc faites confiance aussi aux publications scientifiques». C'est ça son espèce d'argument et je trouve que c'est un argument idiot parce qu'une voiture, même si je n'ai pas créé la voiture, si je ne l'ai pas conçue, si je ne sais pas exactement comment elle marche, je peux monter dedans, démarrer en douceur, voir que ça semble fonctionner, que les freins fonctionnent. Je peux donc par étapes tester que le véhicule fonctionne et je ne devrais pas me retrouver dans un fossé au premier virage. En plus, je peux voir des tas de voitures qui roulent. Donc, j'ai pas besoin, si vous voulez, de savoir exactement comment elle est faite, pour, oser monter dedans. OK? Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention. La publication dans des revues, ça peut être un gage de sérieux, mais ça peut être aussi l'inverse, c'est-à-dire que il y a des lobbies qui utilisent la publication scientifique comme un gage de leur sérieux pour faire du commerce, pour dispenser une idéologie, ce que vous voulez. OK? C'est à double tranchant cette histoire. Faut faire attention. Voilà, je me méfie énormément. Moi, quand je lis une publication scientifique, je la lis pas comme une vérité, je regarde si elle est pertinente, parfois ça l'est, parfois je sens que c'est du bidon. OK? Et c'est fréquent, hein, honnêtement. Je trouve qu'une fois sur 2, je trouve qu'on peut retoquer, complètement les études qui pourtant ont été validées. D'ailleurs, je l'ai fait récemment, j'ai publié un article sur, une publication de Carlotti, donc qui est un égyptologue, qui avait publié un document, une contribution sur la métrologie du temple de Karnak. J'ai lu son travail et honnêtement, j'ai retoqué parce que c'est truffé de biais méthodologiques et j'ai fait l'article, je l'ai publié et je peux vous dire que la démonstration, elle est frappante. L'étude de Carlotti, elle est totalement bidon. Voilà. Donc voilà un petit peu les points qu'on pouvait les questions-réponses qui ont été les plus redondantes et que j'ai voulu, ben, aborder ici dans ce petit bonus. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne un rendez-vous pour d'autres petits bonus et d'autres découvertes qui ont été faites sur ces mégalithes avec d'autres outils de recherche. Mais laissez-moi un peu de temps pour le faire. Merci et à bientôt.